On va maintenant passer à la deuxième étape de ce module numéro 2 qui concerne donc les stop loss et les take profit. Mais juste avant de commencer cette étape, j'aimerais m'assurer que vous avez correctement configuré vos graphiques TradingView, que vous ayez bien mis les volumes, que vous êtes bien en échelle logarithmique, etc., etc. Toutes les notions en fait qui ont été abordées pendant l'étape numéro 1. C'est vraiment important pour que par la suite vous ayez les mêmes tracés que moi et que vous puissiez comprendre au mieux les différentes couleurs, les différents indicateurs et comment les interpréter. Donc c'est vraiment important, j'insiste, avant de continuer dans cette étape, vérifiez que vos graphiques TradingView ont la même configuration que ceux que je vous ai montrés durant le module numéro 1. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Donc dans cette étape numéro 2, on va voir deux notions que vous avez certainement déjà dû connaître, au moins deux noms, donc le stop loss et le take profit. On va commencer avec la notion du stop loss et en particulier, on va voir ces quatre propriétés. Alors le stop loss, ce n'est pas simplement un ordre qui a une seule propriété. Non, le stop loss sert vraiment à beaucoup de choses et nous, dans cette vidéo, on va se servir de ces quatre propriétés. Ces quatre propriétés sont vraiment fondamentales et complémentaires. Donc la première, c'est que le stop loss, qu'on va abréger par SL par la suite, permet de limiter la perte sur un trade. Donc le stop loss, on va tout le temps l'abréger par SL et le take profit, on va l'abréger par TP. Donc le stop loss, ça vous permet, donc ça vous devez certainement le connaître, c'est peut-être la propriété la plus connue, il vous permet de limiter la perte sur un trade. Donc pour cela, on va prendre un exemple. Dans le cas où un trade ne se déroule pas comme prévu, il faut que vous ayez une sécurité. C'est vraiment comme tout dans la vie, il faut à chaque fois avoir une sécurité, une sorte d'assurance. Il faut voir le stop loss en fait comme une assurance. Donc le stop loss sera cette sécurité. Exemple, vous achetez une crypto X, par exemple le Bitcoin, à 1000 euros. Par contre, vous ne l'achetez pas au bon moment. Au lieu de partir dans une tendance haussière, le prix entre en tendance baissière. La valeur de la crypto, donc du Bitcoin par exemple, chute jusqu'à 100 euros. Elle vient donc de perdre 90% de sa valeur. Ce qui veut dire qu'il faut que le prix soit multiplié par 10 pour que vous retrouviez votre prix d'origine, c'est-à-dire 1000 euros. Alors vous imaginez bien qu'une fois que le prix chute de 90%, si après il doit être remultiplié par 10, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il va falloir un certain temps. Donc c'est vraiment dommage et le temps que le prix remonte à votre valeur d'achat, il peut s'écouler des semaines, des mois, des trimestres. Il peut s'écouler vraiment longtemps et là vous allez vous retrouver avec votre capital qui va être bloqué sur cette position, sur cette crypto-monnaie là. Alors nous évidemment en tant que trader, ce n'est absolument pas la situation dans laquelle on souhaite se trouver. Donc comme je vous l'ai dit, cette situation peut prendre au mieux plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois. Et au pire, cette situation peut même jamais se produire. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie perd 90% de sa valeur que c'est garanti qu'elle remonte à votre prix d'achat, voire plus. Non, elle peut très bien perdre 90% de sa valeur et ne plus jamais remonter. Et finalement, vous êtes en perte sèche. Et non seulement vous êtes en perte sèche, mais vous avez perdu énormément de votre capital et le prix ne va plus jamais remonter. Je vous ai mis un graphique sur la droite qui illustre le pourcentage de hausse qui va être requis pour recouvrir une baisse du prix. Donc vous le voyez, dans le premier cas de figure, si le prix baisse de 1%, il faut qu'il remonte à peu près de 1%. Donc ça va, c'est une baisse qui est quand même assez correcte. C'est ce que font la plupart des crypto-monnaies en seulement quelques minutes, quelques heures. Par contre, si on va un petit peu plus loin au milieu du graphique, vous voyez que si la crypto-monnaie perd 50% de sa valeur, donc elle est divisée par 2, il faut qu'elle reprenne 100%. Il ne faut pas qu'elle reprenne uniquement 50%, mais 100%. Il faut qu'elle reprenne bien plus en termes de pourcentage parce que le prix évidemment a baissé. Vous prenez une crypto-monnaie qui vaut 100 euros, si elle perd 50% de sa valeur, elle ne vaut plus que 50 euros. Mais si vous regagnez 50%, vous n'allez pas arriver à votre prix d'achat. Vous n'allez pas arriver à 100 euros, vous allez arriver uniquement à 75 euros si elle prend 50%. Donc vous voyez, il faut vraiment prendre le double, c'est-à-dire 100%. Et regardez, si on va un petit peu plus loin sur le tableau, si une crypto-monnaie perd 70% de cette valeur, il faut une hausse de 233%. C'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est pour ça que le stop loss est vraiment important. Ça permet de ne pas subir la baisse des prix et attendre et espérer une hausse éventuelle qui peut ne jamais se produire. Donc gardez bien en tête ce tableau, cette disproportionnalité entre la baisse d'une crypto-monnaie et la hausse d'une crypto-monnaie. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie perd 50% qu'il faut qu'elle regagne 50% pour retrouver sa valeur. Non, il faut qu'elle regagne 100%. Vous voyez, vous avez vraiment une asymétrie qui se crée à ce niveau-là. Le stop loss, alors ça sera quoi? Ça sera un ordre qu'on va programmer à l'avance
et qui va permettre de clôturer automatiquement un trade quand le prix atteint une certaine valeur. Ça permet de ne pas attendre que le prix perde 50%, 70%, 90% de sa valeur. Non, le stop loss, vous allez par exemple le mettre 5% en dessous du prix ou bien 10%. Et si la crypto-monnaie baisse à ce niveau-là et que vous vous êtes trompé dans votre analyse, eh bien ce n'est pas grave entre guillemets, étant donné que votre position va être clôturée à 5% ou 10% de baisse et non pas à 70% ou 80% de baisse. Parce que si une crypto-monnaie perd 5%, vous le voyez au niveau du tableau, il faut qu'elle regagne environ 5%. Donc c'est faisable. Si elle perd 1%, il faut qu'elle regagne 1%. Si elle perd 10%, il faut qu'elle regagne 11%. Voilà, on est à peu près dans les bons ordres de grandeur. Par contre, au-delà de 30-35%, vous voyez que eh bien, la différence est vraiment énorme. Elle se crée de plus en plus que la baisse sera puissante. Alors évidemment, le stop loss dans ce cas-là va permettre de limiter la perte et surtout, et c'est ça le plus important, la connaître à l'avance avant même d'ouvrir une position. Pourquoi? Parce qu'admettons que vous ouvrez une position et que vous ne mettez pas de stop loss et que le prix baisse. Vous ne savez pas si le prix va baisser à 5%, 10%, 50%, 90%. Vous ne le savez pas à l'avance. Par contre, si vous mettez un stop loss, vous savez à l'avance combien vous allez perdre parce que votre stop loss, vous allez le mettre à un certain niveau, par exemple 5% en dessous du prix, 10%. Alors ça, on va le voir dans les prochaines vidéos, quel est le pourcentage de risque ainsi que la position du stop loss. Mais déjà, si à l'avance, vous positionnez un stop loss, par exemple 5% en dessous du prix, eh bien vous savez que même si le prix perd 10%, 15%, 20%, vous n'allez pas perdre plus que 5%, étant donné que lorsque le prix atteint votre stop loss, eh bien le stop loss va permettre de clôturer votre position. Et donc, vous savez à l'avance combien vous allez perdre exactement au centime près, combien vous allez perdre et non pas perdre plus que ce que vous aviez prévu à l'avance. Alors ça, c'est l'une des fonctionnalités du stop loss, de savoir la perte à l'avance et de connaître justement cette perte avant même d'ouvrir votre position. Mais évidemment, le stop loss a d'autres propriétés qui sont un petit peu moins connues et qui sont tout aussi importantes. Et justement, on va maintenant passer à la deuxième propriété du stop loss. Donc, on vient de voir la première. La seconde propriété, c'est que le stop loss se place sur un niveau d'invalidation de scénario. Vous allez voir, on va prendre un exemple. Après avoir analysé la crypto X, la crypto Bitcoin par exemple, le Bitcoin, vous l'achetez à 1000 $. Une fois que vous l'avez acheté, vous considérez qu'une cassure du support des 980 $ va invalider votre scénario haussier. D'accord? En fait, vous achetez la crypto-monnaie à 1000 $ et donc pour vous, tant que le prix se situe au-dessus de 980 $, eh bien, votre scénario peut être bon parce que ce n'est pas parce que vous achetez à 1000 $ que le prix va monter en ligne droite. Non, il peut très bien rebaisser un petit peu. Souvenez-vous, les fameux pullback et throwback qu'on a étudiés dans le module 1, le prix peut très bien rebaisser par exemple un petit peu et remonter. Et vous considérez que vous lui donnez une chance de baisser jusqu'à 980 $ et éventuellement de remonter, mais pas en dessous, parce que s'il descend en dessous, eh bien ça va invalider votre scénario. Vous allez donc décider de placer votre stop loss à 980 $. Comme ça, si le prix atteint ce niveau-là, eh bien votre position va être automatiquement clôturée et vous n'allez pas perdre plus. Regardez justement, si le prix atteint cette valeur, le stop loss va se déclencher et votre trade est clôturé. Donc jusqu'ici, tout va bien. Si le prix descend, si le prix descend pas, eh bien tant mieux. Vous n'allez même pas avoir besoin de l'utilité du stop loss étant donné que votre trade va être immédiatement gagnant. Mais dans le pire scénario, eh bien le prix va atteindre cette valeur et le stop loss va se déclencher. Votre trade est clôturé. Maintenant, une fois que votre stop loss est touché, la valeur de la crypto va décider de descendre et descendre jusqu'à 100 $. Combien vous allez perdre? Est-ce que vous allez perdre eh bien, les 90% de baisse? Absolument pas, parce que votre trade, il s'est stoppé à 980 $. Donc après, peu importe ce que fait le prix, qu'il baisse, qu'il monte, vous n'êtes plus relié à ce prix-là, étant donné que votre position a été clôturée. Peu importe ce que fait le prix, eh bien vous, ça ne vous importe plus. Finalement, si on reprend notre exemple, vous avez perdu 20 $ au lieu de 900 $. Supposons que vous aviez acheté un Bitcoin à 1000 $. Si le prix descend à 980, vous avez perdu 20 $. 1000 moins 980, ça fait 20 $. Et vous avez perdu seulement 20 $ parce que votre stop loss était là. Heureusement, si vous n'aviez pas eu de stop loss et que le prix était descendu jusqu'à 100 $, eh bien, vous auriez perdu 900 $, c'est-à-dire 1000 moins 100. Et là, vous le voyez bien, le risque était connu à l'avance. Non seulement votre risque était connu à l'avance, et en plus, vous avez pu le limiter. Vous saviez à l'avance que peu importe ce qu'il se passe, au pire des cas, vous perdez 20 $. C'est-à-dire que si le prix monte directement, vous êtes gagnant. Si le prix baisse, peu importe où il baisse, vous perdez 20 $ parce que le stop loss va clôturer votre position à 980 $. Le risque était connu à l'avance. Et c'est vraiment là l'importance de placer votre stop loss, non pas n'importe où, mais sur un niveau qui va invalider votre scénario. Et ça, vous allez peut-être le voir sur la plupart des exchanges. En tout cas, c'est ce qu'il se passe sur les marchés traditionnels. Sur les plateformes des marchés traditionnels, vous avez ce qu'on appelle un stop loss suiveur. C'est-à-dire que le stop loss, eh bien, va suivre votre prix au fur et à mesure que le prix évolue. Alors ça, c'est une très mauvaise idée parce que le stop loss va se placer eh bien, sur des niveaux aléatoires. Il n'aura plus sa propriété fondamentale qui est de se placer sur un niveau d'invalidation de
scénario. Donc ça, c'est déjà applicable sur les marchés traditionnels, pas encore sur les exchanges aujourd'hui sur le marché des cryptos, mais ça verra probablement le jour dans les mois et les années à venir. Donc si un jour vous entendez parler des exchanges qui sortent la fonctionnalité de Stop Loss Suiveur, eh bien je vous recommande vivement de ne pas les utiliser parce que ce ne sont pas des fonctionnalités de trader pro, ce sont des fonctionnalités d'amateurs. Votre stop loss va être positionné aléatoirement. Ce qu'il faut, c'est positionner votre stop loss sur des niveaux précis. Admettons maintenant qu'on reprenne cet exemple et que justement vous aviez placé votre stop loss par hasard. Admettons que vous l'ayez placé à 990 $ et non pas 980 et que vous l'aviez donc placé au hasard. Mais selon votre analyse, le scénario était invalidé à 980. Eh bien, le prix peut très bien baisser. Il baisse, il atteint 985. Et donc, vous, comme vous l'aviez placé à 990, votre trade est perdant. Et là, le prix remonte. Il n'a pas atteint le niveau des 980, mais il remonte. Donc, finalement, si vous avez placé votre stop loss n'importe où, eh bien, il risque d'être touché. Donc, votre position va être perdante alors qu'elle n'aurait pas dû être perdante. Pareil, votre stop loss, si vous le placez trop loin, c'est aussi une mauvaise idée parce que vous allez perdre plus que ce que vous donne votre analyse. Alors, je vous rassure, on va voir ça dans quelques instants où on va placer notre stop loss en fonction des figures d'analyse technique. Ça, on va le voir. Mais jusqu'ici, retenez vraiment que le stop loss ne se place pas n'importe où, ni trop près, ni trop loin. Il se place sur un niveau qui va invalider votre scénario. Donc, ce terme d'invalidation, vous allez mieux le comprendre avec les schémas qui vont suivre. Donc voilà, finalement, vous avez perdu dans cet exemple 20 $ au lieu de 900 $. Le risque était connu à l'avance. Ça permet du coup de ne pas laisser le trade ouvert trop longtemps, inutilement, et de le clôturer dès que le scénario se retrouve invalidé. Parce qu'en effet, si vous ne placez pas votre stop loss ou si vous placez un stop loss sur un niveau aléatoire, par exemple trop loin, eh bien le prix peut descendre et végéter, vous allez rester en perte ou même en gain, mais végéter, et donc jusqu'à finalement que votre stop loss qui est placé super loin soit touché et votre position va être ouverte pendant longtemps, peut-être des semaines, peut-être des mois. Alors peut-être que vous auriez eu d'autres opportunités à côté intéressantes, mais que vous n'auriez pas pu prendre parce que votre argent aurait été mobilisé sur ce trade. Donc vraiment, voilà l'importance également de ce stop loss, c'est qu'il permet de ne pas laisser votre trade ouvert trop longtemps inutilement. L'emplacement du stop loss va dépendre évidemment de la figure graphique dans laquelle évolue le prix. On ne va pas placer le stop loss n'importe où. On va voir justement en fonction de l'analyse que vous allez faire, en fonction de la figure graphique, où on va le placer. Sachez par exemple que pour un trade à l'achat, le stop loss, c'est un ordre qui sera un ordre de revente et qui sera exécuté automatiquement à un niveau de prix défini à l'avance. On va le placer généralement en dessous du dernier creux. En effet, c'est un ordre de revente. Pourquoi? Eh bien, si vous achetez vos crypto-monnaies à 1000 $ et que vous mettez un ordre de stop loss à 980 $, que va faire le stop loss lorsque le niveau des 980 $ sera atteint? Eh bien, il va fermer votre position. Mais quand on dit fermer votre position, ça veut dire revendre les crypto-monnaies que vous aviez achetées. Parce que si vous avez acheté des crypto-monnaies, il faut les revendre. Et à ce moment-là, lorsque vous les avez revendus, vous n'avez plus de crypto-monnaie, donc votre trade est clôturé. Donc voilà pourquoi pour un ordre à l'achat, le stop loss est un ordre de revente. Et évidemment, il est clôturé automatiquement. Vous n'allez pas avoir besoin d'être devant votre plateforme pour revendre ces crypto-monnaies-là. Vous le positionnez à l'avance et lorsque la plateforme détecte que le prix a atteint le niveau de votre stop loss, eh bien, elle va se charger automatiquement de revendre vos crypto-monnaies. Donc voilà, le stop loss pour un ordre à l'achat se place en dessous du dernier creux. Alors, je vous ai mis qu'il se place généralement en dessous du dernier creux, car il y aura parfois quelques exceptions en fonction de la figure graphique. Alors pour un trade à la vente, cette fois-ci, donc plus exactement pour un trade en short selling, eh bien le stop loss sera un ordre de rachat exécuté à un niveau de prix défini. Alors pourquoi un ordre de rachat? Eh bien dans la même logique que pour les trades à l'achat, ici c'est un trade à la vente, donc ça veut dire que vous avez emprunté des crypto-monnaies à votre plateforme et vous vous engagez à les lui rendre. Donc c'est un ordre de rachat, c'est-à-dire que vous allez racheter ces crypto-monnaies parce que lorsque la plateforme vous a prêté des crypto-monnaies, vous les vendez en espérant que ça baisse. Donc vous les avez vendues et lorsque le stop loss est touché, vous vous engagez dans tous les cas à rembourser votre plateforme. Donc vous êtes obligé de racheter ces crypto-monnaies que vous aviez vendues et donc de les rendre à votre plateforme. Donc le stop loss pour les trades en short, c'est un ordre de rachat exécuté à un prix défini. Alors lui, on le place généralement au-dessus du dernier sommet, donc tout comme avec la même logique pour les trades à l'achat. Attention par contre à la volatilité qui est vraiment présente sur le marché des crypto-monnaies. Vous savez que sur le marché des crypto-monnaies, eh bien la volatilité est très élevée. Donc il va falloir la prendre en compte dans la position de votre stop loss et également il faudra prendre en compte les niveaux ronds qui sont proches ou pas du point d'entrée. Admettons que vous avez un niveau rond proche de votre point d'entrée. Admettons par exemple que vous achetez vos crypto-monnaies à 1000 $ et que vous supposez d'après votre analyse que le scénario sera invalidé à 903 $. Dans ces cas-là, ne placez pas votre stop loss à 903 $. Placez-le
achetez-le légèrement en dessous, par exemple à 898 $. Comme ça, s'il y a un rebond avec la valeur ronde des 900 $, eh bien, ça va augmenter la probabilité que votre stop loss ne soit pas touché. Parce qu'évidemment, avec les valeurs rondes, il y a de fortes probabilités que le prix réagisse, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, si vous avez des stop loss trop proches des valeurs rondes, eh bien, ajustez-le légèrement. Ça sera aussi valable pour les take profit. Si vous entrez en position, par exemple, à 998 $, juste en dessous de la valeur ronde des 1000 $, c'est une mauvaise idée car le prix peut très bien buter sur les 1000 $, rebondir et donc redescendre à la baisse. Donc, si vous souhaitez entrer en position à 998 $, privilégiez plutôt d'attendre le dépassement des 1000 $ et entrer par exemple à 1002, 1003 $ une fois que vous avez constaté que le prix s'est affranchi d'une résistance de valeur ronde. Alors pour la volatilité, c'est la même chose étant donné que vous avez la volatilité sur le marché des crypto-monnaies, laissez toujours une petite marge de manœuvre. Si d'après votre analyse, vous constatez un support sur les 990 $ par exemple, eh bien laissez une petite marge de manœuvre, ne mettez pas votre stop loss à 990 $, mais peut-être à 987 $, 986. Et évidemment, en fonction de votre analyse, en fonction de votre unité de temps, en fonction de la crypto-monnaie, mais ça c'est ce qu'on va voir justement dans les prochaines vidéos. Mais gardez toujours en tête qu'il y a de la volatilité sur les crypto-monnaies et donc votre stop loss, eh bien laissez-lui une marge de manœuvre. Voilà, donc adaptez le stop loss et laissez un peu de marge à cause de la volatilité. Donc la marge à laisser, ça sera environ l'équivalent de la moitié de la hauteur moyenne d'un chandelier japonais. D'accord? Donc vous prenez l'historique du prix, vous regardez ce qu'il s'est passé durant ces dernières heures, ces derniers jours. Vous voyez l'historique d'un chandelier japonais sur l'unité de temps dans laquelle vous allez entrer en position. Donc par exemple, si l'amplitude d'un chandelier japonais est de 0,3%, si la hauteur moyenne d'un chandelier japonais est de 0,3%, eh bien vous prenez à peu près la moitié. Donc 0,3 divisé par 2, ça fait 0,15. Et donc lorsque vous placez votre stop loss, eh bien placez-le 0,15% de là où vous auriez voulu le placer ou bien 0,15% au-dessus. Mais voilà, laissez une petite marge de manœuvre de par exemple 0,15% ou bien de 1%, 2%, ça va vraiment dépendre de votre unité de temps. Mais regardez juste la hauteur moyenne des bougies et donc vous ajoutez à votre stop loss eh bien l'équivalent de la moitié de cette hauteur moyenne, tout simplement. Et ça va permettre de ne pas se faire avoir la plupart du temps par l'excès de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Passons maintenant à la position des stop loss, au placement des stop loss en fonction de chaque figure d'analyse technique. Donc les figures d'analyse technique que vous allez voir à l'écran, ce sont les 8 figures qu'on avait abordées déjà durant le module numéro 1. Donc normalement, ces figures, elles vous sont déjà familières. Vous aviez déjà vu comment entrer en position pour chacune de ces figures. Maintenant, vous allez voir à quel endroit placer votre stop loss. Donc on va commencer avec la première figure. Donc il s'agit du canal horizontal donc qui casse par le haut du range. En fait, c'est un range qui est franchi par le haut. Donc, où allez-vous placer votre stop loss? Eh bien, tout simplement, souvenez-vous, le stop loss, on le place sur un niveau d'invalidation de scénario. Là, si le prix franchit par le haut cette résistance, eh bien, et qu'il monte, tout se passe bien. Mais admettons qu'il réintègre son range et qu'il évolue. Est-ce que ici, ça invalide votre scénario si le prix descend là? Absolument pas, parce que le prix évolue au sein d'un range. Ici, on aurait très bien pu avoir un excès de volatilité et donc le prix réintègre ce range. Donc, pour le moment, eh bien, votre scénario n'est pas validé. Par contre, votre scénario sera validé si le prix, eh bien, casse par le bas ce range, s'il est franchi par le bas. Et à ce moment-là, votre scénario est invalidé. Vous allez donc placer votre stop loss ici en dessous du range. Donc là, les positions des stop loss que je vous donne, ce sont des positions de stop loss qui sont logiques. Ce sont que des positionnements logiques et ce ne sont pas des positionnements agressifs. Ce sont juste des positionnements qu'on fait généralement. Alors évidemment, on peut être beaucoup plus agressif sur le placement des stop loss pour augmenter la taille de position et générer plus de gains. Mais ça, c'est ce qu'on va voir justement dans le module numéro 3. Là, vous allez surtout apprendre l'utilité du stop loss et comment le placer de manière simple sans trop se prendre la tête. Donc là, vous le voyez, votre scénario est invalidé en dessous du range. Donc vous placez votre stop loss là et donc vous entrez en position ici. Si le prix monte, eh bien tant mieux. Si le prix, eh bien il monte puis il redescend et qu'il évolue et qu'il remonte, tant mieux. Et si par contre le prix ici descend directement et que votre stop loss a été touché, eh bien vous avez donc perdu votre trade. Ça permet justement le stop loss de ne pas rester, souvenez-vous, trop longtemps en position. Si là le prix descend et qu'il descend encore beaucoup plus bas, eh bien vous allez perdre juste l'équivalent de cette distance et non pas beaucoup plus. Alors par la suite, on a ce deuxième schéma, donc c'est tout simplement le symétrique, mais c'est le canal horizontal. Vous voyez, c'est la symétrie du canal qu'on avait obtenu avant, mais c'est le canal qui va être franchi par le bas. Donc votre stop loss, vous allez tout simplement le positionner ici au-dessus de la résistance. Vous voyez, à chaque fois, j'ai laissé une petite marge. C'est-à-dire que ici, le stop loss, je ne l'ai pas positionné sur le support. Non, j'ai laissé une petite marge de manœuvre et je l'ai positionné légèrement en dessous du support. Ici, pareil, je l'ai positionné légèrement au-dessus de la résistance et non pas sur la résistance. Pourquoi? Parce que si ici, eh bien, le prix remonte et qu'il revient taper sur la résistance comme avant, eh bien, vous allez vous faire sortir bêtement alors que le prix, peut-être qu'il allait rebondir une dernière fois avant vraiment de redescendre. Mais si vous le positionnez au-dessus de la résistance, eh bien, à ce moment-là, vous laissez une chance au prix de revenir tester la résistance et enfin de descendre. Vous voyez, gardez toujours cette
cette petite marge de manœuvre dans le placement de vos stop loss. On va maintenant passer aux deux prochaines figures, donc il s'agit des triangles rectangles. Celui ici, donc qui est franchi par le haut, le triangle rectangle haussier, et ici le triangle rectangle baissier. Ici, souvenez-vous, dans le module 1, eh bien, on entrait en position, par exemple, sur le franchissement de cette résistance, ou bien ici sur le throwback, donc dès qu'on reteste la résistance. Et également, on avait aussi des entrées plus agressives. Là, on va prendre le premier cas de figure, c'est-à-dire qu'on entre ici sur confirmation, donc sur le premier signal. Donc, si vous entrez ici, à quel moment votre scénario va être invalidé? Eh bien, il sera invalidé si le prix ici descend sous cette droite de tendance. Pourquoi? Parce que ici, vous n'allez pas mettre votre stop loss par exemple sur la résistance. Si vous mettez votre stop loss sur la résistance, le prix peut très bien monter, redescendre et admettons ici que la droite rouge et la droite verte ne sont pas confondues, eh bien le prix peut descendre vers son throwback un peu plus bas, rebondir sur la droite verte et remonter. D'accord? Donc votre scénario ici dans ce cas-là, il ne serait pas invalidé car le prix est toujours en tendance haussière, les creux sont de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus hauts. Non, le scénario il sera invalidé si ici le prix descend sous le précédent creux. S'il descend sous le précédent creux, eh bien il aura franchi par le bas cette droite de tendance et là à ce moment-là votre scénario sera invalidé. Donc votre stop loss vous le mettez sous cette droite de tendance, sous le précédent creux, d'accord? Donc c'est le creux qui est juste avant votre signal et donc vous laissez une petite marge de manœuvre et c'est comme ça que vous allez positionner votre stop loss pour cette figure d'analyse. Pour le triangle rectangle baissier, c'est pareil, c'est juste la symétrie. Vous allez mettre eh bien, le stop loss au-dessus du précédent sommet, donc au-dessus également de cette droite de tendance baissière en laissant toujours un petit peu de marge de manœuvre. Je vous rassure encore une fois, ces exemples, vous allez pouvoir les mettre en application. Déjà, dans quelques minutes, je vais vous donner un exemple, puis je vais vous donner deux exercices pour que vous appreniez à placer vos stop loss. Et enfin, dans le module numéro 5, il y aura des exercices complets pour que vous sachiez correctement placer vos stop loss. Donc là, en fait, c'est surtout la théorie qu'on voit. J'aimerais que vous appreniez, que vous reteniez cette théorie pour pouvoir après plus facilement la mettre en pratique. Donc là, peut-être que ça paraît un peu trop compliqué, c'est uniquement de la théorie. Peut-être que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Quoi qu'il en soit, retenez juste la théorie, c'est assez simple, c'est assez logique et vous passerez aux exercices pour mettre tout ça en application juste dans quelques instants. Passons maintenant aux 4 dernières figures d'analyse technique. Donc on va commencer avec les deux premières. Il s'agit des canaux, donc les canaux latéraux. Ici on a le canal haussier, le canal ascendant. Ici le canal baissier, donc le canal descendant. On va commencer avec le premier, le canal ascendant. Ici votre stop loss, vous le mettez à quelle position? Eh bien on va prendre la première entrée possible. Donc la première entrée possible se situe ici, sur le franchissement par le bas du canal haussier. Donc on a franchi par le bas une droite de support. Donc ici le prix descend, vous entrez en position. Ici donc on a un pullback, le prix redescend. Et à quel moment vous allez mettre votre stop loss si vous entrez ici? Eh bien, si vous entrez ici, votre stop loss, vous allez le mettre tout simplement au-dessus du précédent sommet. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le prix ici remonte au-dessus du précédent sommet, eh bien le signal que vous aviez obtenu ici est invalidé parce que vous avez obtenu un signal baissier, alors que le prix ici, en franchissant le précédent sommet, eh bien, il donne un signal haussier. Donc, vous avez des signaux qui sont contradictoires. Donc, voilà, le stop loss, vous allez le mettre au-dessus du précédent sommet. Donc ici, le précédent sommet, vous l'obtenez là. Mais si ici, le prix descend et qu'il remonte et qu'il enfin donne un signal, eh bien, le précédent sommet, vous allez l'obtenir ici en plein milieu du canal haussier. Donc, vous allez mettre votre stop loss ici et c'est même mieux parce que votre stop loss sera plus près, donc votre taille de position sera plus élevée et donc les gains potentiels seront plus élevés avec une perte toujours identique. Donc, voilà, dans le pire des cas, eh bien, votre stop loss se placera ici. Là, je vous montre vraiment où placer votre stop loss à chaque fois dans le pire des cas. Évidemment, votre stop loss, vous pouvez l'affiner, le placer encore mieux. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais là, dans le pire des cas, votre stop loss, il ne doit pas être plus éloigné que là. Regardez, par exemple, si ici, vous entrez en position lorsqu'on franchit, donc ici sur le deuxième signal, lorsqu'on franchit par le bas ce support-là, eh bien, votre stop loss, vous n'allez pas le mettre ici. Ça n'a absolument aucun sens. Votre stop loss, eh bien, vous pouvez tout simplement le mettre ici, sur le pullback, parce que vous avez eu un pullback. Si le prix ici remonte par la suite, eh bien votre pullback sera invalidé. Donc ici, il vous suffit simplement de mettre votre stop loss ici au-dessus du pullback pour laisser une marge de manœuvre. Donc vous voyez, votre stop loss sera beaucoup plus près. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, des pullbacks, vous n'allez pas toujours en avoir, des throwbacks non plus. Et donc il ne faut pas toujours attendre de les avoir pour placer votre stop loss plus près. D'accord? Dès que vous en avez, tant mieux. Ça vous permet de placer votre stop loss plus près, mais si vous n'en avez pas, eh bien n'attendez pas qu'il arrive. Donc voilà, il faut vraiment se dire que le stop loss, vous le placez de manière logique au-dessus du précédent sommet, en dessous du précédent creux, sur un niveau d'invalidation du prix. Là, je ne vais pas vous donner toutes les possibilités pour placer votre stop loss pour toutes les figures d'analyse. Il y aurait vraiment des dizaines de cas différents. D'accord? C'est à vous, en fonction du cas de figure qui arrive, de placer votre stop loss de manière logique. Là, je vous ai déjà dit par exemple ici que la logique serait au-dessus du précédent sommet si vous obtenez un signal là. Si vous obtenez un signal ici, eh bien, ça serait au-dessus de ce précédent sommet, donc qui invaliderait votre scénario si le prix remonte par-dessus. C'est toujours de la logique en fait. Il ne faut pas essayer de mystifier la chose, il ne faut pas essayer de rendre ça compliqué. C'est que de la logique, c'est vraiment simple normalement à saisir.
Pour le canal baissier, eh bien, on a la même logique. Pour le canal baissier, si vous entrez en position ici sur le premier signal, eh bien, votre stop loss, vous le placez en dessous du précédent creux en laissant une petite marge de manœuvre. Passons maintenant aux deux dernières figures d'analyse technique, le biseau baissier et le biseau haussier. Donc le premier biseau ici, vous le voyez, si vous entrez en position à ce moment-là, votre stop loss, vous le positionnez en dessous du précédent creux. Le précédent creux se situe là, vous laissez une petite marge de manœuvre, et bien vous placez votre stop loss ici. Et c'est un bon niveau pour placer votre stop loss parce que si le prix par la suite franchit par le bas cette droite de tendance, ça invalidera votre scénario. Donc vous voyez, votre stop loss ici, il est placé de manière logique. Évidemment, si vous entrez en position à ce moment-là, sur le franchissement ici de cette zone de consolidation, votre stop loss, vous n'allez pas le placer ici, il est beaucoup trop loin. Vous allez le placer ici en dessous de ces creux, en laissant encore une fois une marge de manœuvre. Évidemment, vous le voyez, c'est toujours plus intéressant d'entrer en position lorsque vous avez un pullback, un throwback. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos et dans le prochain module, ça vous permettra de générer plus de gains. Mais encore une fois, les pullbacks et les throwbacks n'arrivent pas toujours. Et donc, évidemment, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Donc, pour la dernière figure ici, donc le dernier biseau, c'est la même logique. Ici, si vous entrez en position à ce moment-là, votre stop loss, vous le mettez au-dessus du précédent sommet avec une petite marge de manœuvre. Si vous entrez en position ici, vous le mettez au-dessus de ces précédents sommets, encore une fois avec une petite marge de manœuvre. C'est vraiment tout le temps la même chose. On va maintenant passer sur un exemple. Donc ici, vous avez devant vous le graphique du prix du Bitcoin. Alors, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, j'espère que vous avez les mêmes configurations que moi. En l'occurrence ici, que vous avez bien les bandes de Bollinger qui sont sur vos graphiques, qu'ici, vous êtes bien en échelle logarithmique, que vous avez vraiment toutes les bonnes configurations. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas les bonnes configurations, vous n'allez pas pouvoir obtenir les bons signaux, les mêmes signaux que ceux que je vous montre dans ces exemples. J'espère également que vous avez pensé à ajouter en dessous les volumes. Donc ici, vous le voyez, on a une première figure d'analyse technique qu'on a repéré donc sur le graphique du Bitcoin. Vous l'avez reconnu, c'est un triangle rectangle baissier. Pourquoi baissier? Parce que regardez, il est franchi par le bas. Alors vous avez cette figure là, donc vous le voyez, le prix ici, il est en tendance baissière, donc vous êtes bien dans le sens de la tendance de fond. Le prix est en tendance baissière, donc il baisse, il remonte, mais son sommet est plus bas que le précédent, puis il rebaisse ici, vous le voyez, son creux est plus bas que le précédent, il remonte avec un sommet plus bas que le précédent, donc on est bien en tendance baissière. Ici, le prix se met à se stabiliser au sein d'un triangle rectangle baissier, et vous obtenez à ce moment-là signal de vente sur le franchissement par le bas de cette droite de tendance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. Alors ici, vous pouvez le compter ou pas. Vous voyez, on est légèrement éloigné. Donc même si vous ne le comptez pas, eh bien ce triangle rectangle reste valable. Pourquoi? Vous avez bien au moins 5 points de contact. Vous en avez ici un premier, un deuxième, un troisième. Et sur la borne haute, vous en avez un premier, un deuxième. Et celui-là, vous en avez un troisième. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas le compter étant donné qu'on a une forte mèche ici par rapport à la volatilité moyenne qu'on a ici. Donc vous pouvez ne pas le compter et même sans le compter, on a au moins 5 points de contact. Donc le triangle rectangle reste valable. Le triangle rectangle baissier reste valable selon les critères du cours. Également, donc ici, on obtient un signal baissier. Vous le voyez, on a un pic de volume comme avec les critères du cours. Ici, sur cette bougie baissière, on a un pic de volume. Donc ici, on a des volumes exceptionnels par rapport à l'historique du prix du Bitcoin. Et vous le voyez par la suite, eh bien, les volumes restent élevés. Donc ici, le signal est complètement valable. Donc on a trouvé un bon signal. Maintenant, on entre en position ici à la clôture de la bougie. Donc on entre en position. Mais évidemment, avant d'entrer en position, il faut savoir où placer votre stop loss. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et après, je vais vous donner la réponse donc pour savoir à quel endroit vous allez placer votre stop loss. Donc ça, c'est un premier exercice rapide. Il y en aura d'autres dans quelques instants. Donc je vous laisse quelques secondes, mettre la vidéo en pause pour voir où est-ce que vous placeriez votre stop loss ici si vous entrez en position à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver la position de votre stop loss. Alors au passage, vous notez ici qu'il n'y a pas eu de pullback ici. Le prix a donné un signal baissier. Il n'est pas parti retester le niveau de support pour en faire une résistance et redescendre. Non, il s'est juste stabilisé rapidement quelques jours puis a continué durant cette forte baisse. Donc vous le voyez, il ne faut pas toujours attendre après les pullbacks et après les throwbacks. Ça n'arrive pas toujours. Quand ça arrive, c'est mieux, mais ça n'arrive pas toujours. Alors où est-ce que vous avez positionné votre stop loss? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que lorsque vous entrez en position ici, vous placez votre stop loss ici? Absolument pas, c'est beaucoup trop loin. Souvenez-vous, on place notre stop loss lorsqu'on invalide notre scénario. Donc ici, admettons que vous entrez en position ici. Est-ce que si le prix remonte retester la droite en résistance, votre scénario baissier est invalidé? Absolument pas, ça peut faire un pullback. Donc votre stop loss, déjà, il ne se trouve pas dans cette partie-là. Si le prix repart tester cette droite de résistance en rouge,
et qu'il ne la franchit pas par le haut, est-ce que votre scénario est invalidé? Non, il n'est pas encore totalement invalidé. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas obtenu un signal inverse, c'est-à-dire un signal d'achat. Si ici, le prix remonte tester cette droite, il peut très bien rebondir et redescendre. Donc jusqu'ici, il n'y a rien à signaler. Et même s'il reteste cette droite, vous le voyez, on est toujours en dessous du précédent sommet. On a un sommet ici, le suivant est plus bas, le suivant est plus bas. Et donc, on peut très bien ici remonter, faire un nouveau sommet plus bas. Donc, on est toujours dans le bon sens, dans le sens de votre trade, dans le sens baissier. Donc, même si le prix ici revient tester la droite rouge, votre scénario n'est pas invalidé. Donc, le stop loss, déjà, on sait qu'il ne se trouve pas dans toute cette partie-là. Et on sait qu'il ne se trouve pas là, qu'il est beaucoup trop loin et ni en haut parce qu'il serait encore beaucoup trop loin. Donc, vous l'avez deviné, votre stop loss, vous allez devoir le placer ici, tout simplement, au-dessus du précédent sommet. Pourquoi au-dessus du précédent sommet? Parce que ici, si le prix revient tester le précédent sommet, qu'il le franchit par le haut, il aura franchi par le haut sa droite de tendance et le précédent sommet, et donc ça donnera un signal inverse et votre trade sera invalidé. Donc voilà, le stop loss est tout simplement positionné ici. Souvenez-vous, avec une petite marge de manœuvre. Donc au lieu de placer votre stop loss exactement ici sur la mèche, vous voyez, vous avez laissé une petite marge de manœuvre. Il faut vous assurer que vous êtes loin de la valeur ronde. Ici, la valeur ronde la plus proche, c'est le niveau des 6600 $. Vous le voyez, le niveau des 6600 $ n'est pas très loin. Alors, je vais zoomer davantage le graphique pour que vous le voyez. Si ici, on met notre stop loss à ce moment-là pile poil sur la mèche, vous le voyez à droite, on est à proximité du niveau des 6564 $. Donc, la valeur la plus proche, la valeur ronde la plus proche, c'est 6600 $. Donc, si vous laissez un petit peu de marge de manœuvre à votre stop loss et que vous positionnez bien, par exemple, ici, vous êtes au-dessus du niveau de la valeur ronde des 6600 $, vous êtes à 6622 et pourtant, votre stop loss n'est pas très loin. Il est assez proche du précédent sommet, mais vous avez laissé une petite marge de manœuvre due à la volatilité et due à la valeur ronde. Et voilà comment placer parfaitement votre stop loss dans ce cas de figure. Maintenant, admettons que vous avez positionné votre stop loss. Je vais prendre un petit peu d'avance sur la suite du module 2 en plaçant le point d'entrée. Donc, le point d'entrée, vous le placez tout simplement ici sur la clôture de la bougie. Vous prenez position à ce moment-là, donc lorsque la bougie clôture et que la nouvelle ouvre. Donc, les points d'entrée, on va les mettre de couleur orange. Donc, vous entrez en position ici, votre stop loss est là et donc vous voyez ici, vous avez une certaine distance de perte. C'est-à-dire qu'il faut que le prix descende d'au moins cette distance pour que vous gagnez ce que vous avez misé. Si ici vous avez misé 100 €, il faut que le prix descende de cette distance, donc il faut qu'il arrive ici pour gagner 100 €. Donc je vais vous mettre avec une droite, donc on va mettre une droite verte. Alors on va le mettre environ parce que ça fait l'objet d'une prochaine vidéo, mais c'est pour que vous commenciez déjà à prendre un petit peu de l'avance sur cette vidéo, sur cette notion. Donc vous voyez que si vous entrez ici, votre stop loss ici, il faut que le prix descende à ce niveau-là pour que vous gagnez ce que vous aviez misé. Donc, si vous misez 100 €, lorsque le prix atteint ce niveau-là, vous avez déjà gagné 100 €. Et vous le voyez, le prix atteint ce niveau très rapidement. Au début, il stagne et puis il descend très rapidement en l'espace d'une journée. Vous avez cette forte baisse. Donc, si le prix descend ici, vous gagnez 100 €. Maintenant, si le prix descend encore d'à peu près la même distance, par exemple ici, vous gagnez donc 200 €. Et si le prix descend encore en bas, 300 €, etc., etc. Donc ça fera l'objet de la vidéo concernant la notion du risk-reward, donc du ratio gain-risque. Mais retenez déjà comment placer votre stop loss. Donc, vous l'avez vu avec cet exemple, il y a pas mal de petits critères à vérifier, mais ce sont finalement que des critères logiques. Et vous allez voir, avec un peu d'entraînement, vous n'allez même plus avoir besoin de vous remémorer tous ces critères. Ça sera automatique en l'espace de quelques secondes, littéralement, vous allez pouvoir placer votre stop loss. On se retrouve maintenant un petit peu plus dans le futur du prix du Bitcoin. Donc ici, on avait eu notre précédent exemple. Vous le voyez, on retrouve ici notre triangle rectangle qui est franchi par le bas. Il est franchi par le bas. Et justement, comme je vous disais, c'est un signal qui était vraiment intéressant à prendre et vraiment valable, étant donné, regardez la forte baisse qui s'en est suivie. Maintenant, on va voir le deuxième prochain signal, à quel endroit on l'obtient. Suite à cette forte baisse, il n'y a absolument rien à prendre. Le prix continue de baisser, donc tout se passe bien. Alors évidemment, là, le prix baisse, mais à un moment donné, il va vous falloir prendre vos bénéfices. Mais ça fera l'objet justement d'une prochaine vidéo du module 2. Là, on va juste voir où placer votre stop loss. Dans le module 1, on avait vu à quel moment entrer en position. Maintenant, on voit à quel moment limiter votre perte. Et dans une prochaine vidéo, on va voir à quel moment récupérer vos gains. Donc, pour le moment, on va juste se contenter ici de placer votre stop loss comme on vient de le placer il y a quelques instants. On a la forte baisse et on va essayer de chercher un nouveau signal, qu'il soit haussier ou bien baissier. Alors ici, le prix baisse. Regardez, il remonte. Et là, on constate qu'il évolue au sein d'un canal baissier. Regardez cette droite de tendance en verte à 1 point, 2 points de contact. Ici, on a un excès de volatilité. On a une mèche, mais on a 1 point, 2 points
points de contact et on a ici la borne haute du canal baissier avec un point de contact, 2 points de contact et 3 points de contact. Donc notre canal baissier ici est tout à fait valable. Il a bien au moins 5 points de contact. On constate également ici un excès de volatilité. Regardez cette forte mèche. Alors évidemment, il ne faut pas la prendre en compte. Donc à quel moment on entre en position? Eh bien, on entre en position tout simplement sur le premier signal ici avec un pic de volume. Ici, justement, vous le voyez, on a bien un pic de volume. On a une hausse des volumes par rapport à l'historique passé. On le voit d'ailleurs ici. On a la distance du pic de volume qui est bien égale à au moins 1,5 fois ici la position de la moyenne mobile des volumes. Vous voyez, on dépasse, on est quasiment à 2 fois la distance. On est quasiment à 2 fois la hauteur moyenne. Donc là, le pic de volume est validé. Le franchissement par le haut du canal baissier à 5 points de contact est validé. Donc vous entrez en position à ce moment-là. Donc si vous entrez en position à ce moment-là, où allez-vous placer votre stop loss? Eh bien, vous placez votre stop loss dans un niveau d'invalidation du prix. Si le prix ici redescend et revient rebondir sur cette droite de tendance, donc la borne haute du canal baissier, est-ce que votre scénario est invalidé? Non, votre scénario n'est pas invalidé. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le prix. Regardez, par la suite, il a fait un throwback. Le prix est monté, il est redescendu, il a retesté cette droite de résistance en tant que support. Le scénario n'est toujours pas invalidé. Avant, on n'avait pas eu la chance d'avoir un pullback. Là, on a la chance d'en avoir un. Donc, tant mieux, ça nous permettrait éventuellement de reprendre position si on a un nouveau signal par la suite. Quoi qu'il en soit, le scénario n'est pas invalidé pour le moment. Est-ce que si le prix, eh bien, ici, descend un petit peu trop bas, il fait une mèche comme il l'a fait ici, votre scénario sera invalidé? Non, parce qu'il se trouve toujours au-dessus du précédent creux. Donc pour le moment, eh bien, le scénario est invalidé lorsque le prix descend en dessous de ce précédent creux. Vous auriez aussi très bien pu positionner votre stop loss ici, beaucoup plus bas, mais ça n'aurait évidemment pas été intéressant car le stop loss est beaucoup trop loin par rapport à l'amplitude que vous allez espérer en récupérer. Donc là, votre stop loss, vous allez tout simplement le positionner sous ce dernier creux en laissant une marge de manœuvre et en étant en dessous d'une éventuelle valeur ronde. Donc voilà, si vous voulez laisser de la marge de manœuvre et aller en dessous de la valeur ronde des 3500 $ qui se situe ici, eh bien vous pouvez positionner votre stop loss par exemple ici à 3490 $. Alors là, évidemment, toutes les analyses sont faites en daily, mais des signaux, vous pouvez également en avoir sur d'autres unités de temps comme le H1 ou bien le H4. Donc voilà, le stop loss maintenant est positionné là et si le prix descend en dessous de ce niveau-là, eh bien votre scénario sera invalidé et on va voir justement tout de suite si le prix est descendu en dessous ou pas. Alors regardez par la suite ce qu'a fait le prix. Le prix est revenu tester cette droite donc en tant que support. Et donc là, je vais un petit peu sur le futur. Il semble maintenir cette droite en tant que support. Regardez, elle a été testée à de nombreuses reprises finalement. Donc le pullback a vraiment duré pour le coup. Et puis par la suite, le prix, il stagne et vous le voyez. Là, par la suite, il repart retester ici le précédent sommet qu'il a formé. Et là, il explose à la hausse. Donc là, vous voyez, ce signal d'achat était vraiment un signal d'achat intéressant. On avait un pic de volume. On avait bien un franchissement de droite de tendance avec bien au moins 3 points de contact. Donc pour le moment, tout va bien. On a retesté ici cette droite de tendance et le prix ici est reparti avec un nouveau signal d'achat. Donc le stop loss a été correctement positionné. Maintenant, vous le voyez, on obtient un deuxième signal d'achat. Regardez, ici, le prix nous donne un triangle rectangle, cette fois-ci haussier. On a un point de contact ici, un second, un troisième. Et ici, vous le voyez, le prix végète un petit peu, donc quasiment un quatrième point de contact. Quoi qu'il en soit, cette droite de tendance, elle est validée. Et pour la borne basse, pareil, on a un point de contact ici, un deuxième point de contact, et ici un troisième point de contact. Donc, on a bien au moins 5 points de contact. Donc, ce triangle rectangle est validé. Donc, vous voyez, avant, on avait obtenu ce triangle rectangle baissier, franchi par le bas. Et maintenant, on obtient un triangle rectangle haussier franchi par le haut. Donc, on obtient un autre signal d'achat. Donc, je vais supprimer les tracés qu'on avait, donc du canal baissier, pour qu'on garde du coup uniquement celui du triangle rectangle haussier. Vous le voyez, finalement, vous retrouvez toutes les figures que vous aviez étudiées durant le module numéro 1. Le triangle rectangle haussier, triangle rectangle baissier, le canal baissier. Et ça n'arrive pas forcément toujours dans le même ordre. Vous le voyez, des fois on a telle figure, on peut même avoir plusieurs fois la même figure à la suite. On peut vraiment tout avoir. Donc voilà, il y a vraiment que ces 8 figures à connaître. Avec ces 8 figures, vous pouvez vraiment tout faire. Donc ici, on obtient un signal d'achat, donc avec un pic de volume. Encore une fois, le pic de volume est exceptionnel. On a bien au moins 1,5 fois la hauteur moyenne des précédents histogrammes. On a voire même 3 voire 4 fois la hauteur moyenne. Donc ici, le pic de volume est complètement validé. Ici, on a une explosion bien, à la hausse du signal. Donc ici, le signal est validé. Où va-t-on placer le stop loss? Eh bien, le stop loss, on le place sous un niveau d'invalidation du prix. On va évidemment le placer sous cette droite de tendance parce que le prix ici peut très bien redescendre, faire un throwback. Donc, il peut très bien retester cette droite de tendance pour y
rebondir comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Donc tout simplement, votre stop loss, vous allez le placer en dessous de cette droite de support. Alors vous n'allez pas le placer n'importe où, vous n'allez pas le placer ici, vous n'allez pas le placer ici, ni ici. Vous le placez non seulement en dessous, mais sous un niveau logique, c'est-à-dire sous le précédent creux. Et le précédent creux, vous le voyez, a lieu ici. Vous laissez un petit peu de marge de manœuvre et également la valeur ronde. Donc ici, vous le voyez, vous avez une valeur ronde pas très loin à 3800 $. Donc on va tout simplement descendre un petit peu le stop loss et on va se mettre par exemple ici à 3793 $. Là, vous le voyez, vous avez correctement placé votre stop loss en laissant un petit peu de marge de manœuvre. Alors évidemment, la valeur ronde, ne la prenez pas toujours en compte. Si ici, vous avez une valeur ronde par exemple à 3500 $ en fonction évidemment de la crypto-monnaie, ce n'est pas toujours la même valeur ronde à prendre en compte. En fonction de la crypto-monnaie et en fonction du prix, eh bien vous n'allez pas vous forcer si la valeur ronde est trop loin à placer votre stop loss sous la valeur ronde. Si ici on a une valeur ronde à 3500 $, vous n'allez pas mettre un stop loss ici, ça n'a absolument aucun sens. Donc s'il n'y a pas de valeur ronde, c'est pas grave. Prenez juste une marge de manœuvre et voilà, tout simplement, ça suffira amplement. Donc voilà, maintenant ici, vous avez positionné votre stop loss ici et donc vous êtes entré en position et donc par la suite, le prix continue ici à évoluer à la hausse. Donc là, vous avez un excès de volatilité encore une fois, mais le prix continue à bien évoluer à la hausse. Donc vous voyez, finalement, vous êtes entré en position à de nombreuses reprises. Vous êtes entré en position déjà ici pour profiter de cette baisse-là, puis le prix s'est stabilisé, puis vous entrez à nouveau en position ici sur le franchissement par le haut du canal baissier et enfin, vous êtes entré en position ici pour profiter de cette hausse. Donc vous voyez, vous avez finalement profité de toute la hausse du prix. Si on dézoome un petit peu le graphique, lorsqu'on était là, eh bien regardez, le prix, eh bien, il revient à peu près au même niveau, sauf que vous avez profité de la baisse, vous avez profité de la première hausse et vous avez profité de la deuxième hausse. Donc voilà la différence avec la masterclass Crypto Trader. Ici, c'est vraiment du trading actif. Dans la masterclass Crypto Trader, c'est vraiment si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour de l'investissement, eh bien vous achetez tout simplement et vous attendez. Il n'y a pas à trop se prendre la tête avec les stop loss, précisément quand entrer, récupérer tous les mouvements. Par contre, là, en trading actif, vous le voyez, alors évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué en termes de méthodologie. Il y a pas mal de choses à respecter, mais évidemment, vous avez vu, il y a un stop loss donc pour sécuriser ses positions. Vous pouvez également profiter de tous les mouvements de prix, la baisse, la hausse. Donc vous voyez vraiment maintenant, vous avez de plus en plus au fur et à mesure que vous avancez dans cette masterclass Crypto Trader, vous avez de plus en plus les clés en main pour faire du trading actif. Alors il reste encore quelques petites notions à voir, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais déjà dans la prochaine vidéo, eh bien vous allez voir les deux dernières propriétés du stop loss. Là dans cette vidéo, vous avez déjà vu les deux premières. Donc vous voyez, le stop loss sert vraiment à beaucoup de choses. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir deux autres propriétés. Donc voilà, si vraiment vous avez tout compris sur cette vidéo et que tout est limpide, tout est clair, eh bien on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Si vous avez encore des petites questions par rapport à cette vidéo, je vous rappelle, l'espace commentaire se trouve sous la vidéo. Vous pouvez poser toutes vos questions et nous sommes justement là pour vous aider et y répondre.